Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Parcours de solo. Je m'appelle Marion et je suis l'heureuse maman d'une petite fille que j'ai conçue en solo via PMA au Danemark en 2020. Parcours de solo, c'est des histoires de personnes qui, comme moi, ont fait le choix d'avoir un ou plusieurs enfants en solo. Depuis des décennies, des personnes, et notamment des femmes, contournent les lois et traversent des frontières pour accéder à leur désir de parentalité. Aujourd'hui, j'ai eu envie de donner la parole à ces personnes, qu'elles vous racontent leur histoire, ce qui les a amenées sur cette voie et comment elles s'épanouissent dans ce modèle. Il y a 1000 raisons différentes qui peuvent mener à la solo-parentalité, 1000 façons de vivre les choses et donc 1000 histoires à raconter. Parce que parler de nos parcours et faire connaître nos familles, c'est les rendre légitimes et les normaliser aux yeux de la société. Alors ouvrez grand votre cœur et vos oreilles. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'ai interviewé Elsa, j'ai mentionné que quand l'idée de créer un podcast sur la soloparentalité est apparue, on était 4. Il y avait donc Elsa, moi et 2 autres femmes. J'avais également dit que vous auriez peut-être l'occasion d'entendre ces 2 autres femmes à mon micro, et aujourd'hui, c'est effectivement le cas. Interviewer Marie, c'était une évidence. D'une pour la raison que je viens de vous mentionner, mais aussi et surtout parce que son témoignage, il est capital. Marie, quand elle décide de se lancer dans la PMA solo, elle choisit une voie illégale. Pas celle d'aller à l'étranger dans une clinique de fertilité, mais celle de commander du sperme en ligne et de faire pratiquer l'insémination par un gynécologue dit militant en France. Tout aurait pu bien se passer, mais malheureusement, Marie a fait les frais d'un suivi qu'on pourrait qualifier d'hasardeux, voire carrément de négligent, et est tombée enceinte de triplés, elle qui craignait déjà une grossesse gémellaire. On pourrait croire que le cas de Marie est isolé, qu'elle n'a simplement pas eu de chance. La réalité, c'est que ce genre de situation se produit bien plus souvent qu'on ne le pense et que c'est la conséquence directe d'une PMA qui, à l'époque, n'était pas légale en France et qui, à l'heure actuelle, laisse encore beaucoup de femmes sur le bord de la route. Cet épisode sera diffusé en 2 parties parce que 30 et quelques minutes, c'était clairement pas suffisant pour vous dire tout ce qu'il y a à dire sur le sujet. Je vous laisse donc avec cette première partie d'épisode. Bonne écoute! Bonjour Marie! Bonjour Marion. Alors déjà, je voudrais commencer par te dire que je suis vraiment super contente de faire cet épisode avec toi. Je pense qu'on sera d'accord pour dire qu'on aurait aimé ne pas avoir à le faire, cet épisode. Mais malheureusement, ce qu'on va aborder, c'est une des réalités de la PMA pour toutes, et je mets toutes avec des très gros guillemets. C'est un sujet qui est encore très tabou. Les filles à qui il est arrivé une histoire similaire à la tienne, parce que non, t'es pas un cas isolé et loin de là, ces filles-là, elles ont encore beaucoup de mal à prendre la parole. Et donc la première question que je voudrais te poser, c'est pourquoi toi, c'est important aujourd'hui de prendre la parole sur ce sujet? Pourquoi c'est important de prendre la parole sur le sujet de la réduction embryonnaire? Parce que je suis pas la seule à l'avoir vécu, parce que je sais que beaucoup de femmes qui l'ont vécu, solo ou pas solo, n'en parlent pas parce que c'est tabou, parce que c'est un sujet qui soulève énormément de honte et de culpabilité, et que c'est aussi un sujet éminemment politique. Voilà, donc je pense qu'il est important, de ce que je retire en tout cas moi de mon histoire, qui a été compliquée, hein, c'est d'en faire quelque chose si au moins je peux en parler autour de moi pour aider, pour, je dirais pas enseigner des choses, mais en tout cas pour aider, ce sera déjà ça en fait. Je te remercie de me confier cette parole et puis je vais faire en sorte de la diffuser au mieux. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, moi j'aimerais savoir la petite Marie, quand elle était enfant, comment est-ce qu'elle voyait la grande Marie adulte dans sa vie de famille? À quoi est-ce qu'elle aspirait? Quand j'étais enfant, je voyais pas de vie de famille particulièrement. Ça m'est venu bien plus tard, ça. Quand j'étais enfant, je voulais être aventurière. Euh, J'étais une petite fille très espiègle qui passait sa vie à jouer dehors et à grimper aux arbres et à faire que des trucs interdits que les petites filles n'ont pas le droit de faire. Donc je n'avais pas ce côté, je m'imaginais pas me marier, faire des enfants, ce genre de choses-là. Je m'imaginais aventurière, parcourir le monde, des trucs comme ça. J'imaginais que j'étais un petit peu comme les héros des dessins animés que j'adorais en fait. Et pas comme les héroïnes, du coup. Enfin, Bah, les héros, pas comme les princesses, c'est ça que je voulais dire. les héroïnes, il y en a pas beaucoup à part des princesses, ou Mm. alors des princesses Sarah hyper malheureuses, ou des princesses qui dorment et qui attendent le prince charmant. Donc oui, je m'identifiais beaucoup aux héros et pas aux héroïnes. J'ai compris plus tard que c'est parce qu'en fait les héros étaient des sujets réellement.
et que c'est quand même plus sympa d'être un sujet. Voilà. Et du coup, à quel moment tu as commencé à projeter ta vie de femme et de famille? Et ben plus tard, à l'adolescence, quand j'ai commencé à avoir des petits copains, puisque je suis hétéro, et là, en fait, le côté j'ai un petit ami, en plus j'ai un grand frère qui lui est avec la même fille depuis très longtemps, qui eux se projetaient déjà avec des enfants, etc. Ils sont toujours ensemble d'ailleurs aujourd'hui. Et donc je collais un petit peu à ça. Je me disais bah tiens, bah moi ça va être pareil. Je vais avoir un petit copain et puis on va rester ensemble et puis on va faire des enfants et puis c'est la suite logique des choses. Voilà, c'était plus comme ça que je le voyais. Mais je sais pas si c'était un désir vraiment, mais ouais, Oui, en c'est à tout ce cas, moment-là que j'ai commencé à projeter un petit peu un schéma classique, quoi. oui, tu avais une norme à laquelle tu te référais et tu t'envisageais pas nécessairement de dévier de cette norme-là, quoi. Non, parce que je savais même pas que c'était possible. Et il n'existait pas d'autres modèles, en fait. Enfin, c'est-à-dire que c'était tellement loin de moi que pour moi, c'était trouver quelqu'un à qui tu plais et qui te plaît et faire des enfants avec. Il n'y avait pas d'autre schéma, quoi. Et du coup, bon, on va pas refaire toute l'histoire de ta vie amoureuse, adolescente, adulte, etc. Mais donc, bien évidemment, la paix à Masolo est arrivée à un moment donné dans tes projets. Est-ce que tu te souviens de ce moment-là? Alors, la PMA solo, elle est venue bien plus tard, parce que moi, vraiment, à la base, je suis issue d'un schéma très classique, quoi. Déjà, je viens d'une famille où les parents sont encore mariés depuis 40 ans, et j'ai eu une relation qui a duré 7 ans, jusqu'à mes 32 ans. Et arrivé vers 30 ans, j'avais très, très envie de fonder une famille avec cet homme avec qui j'étais. Et lui, pas du tout. Donc, en fait, la relation s'est terminée. Et ce qui a été le plus dur, c'est là que je m'en suis rendu compte, c'était pas forcément la rupture, c'était le fait que, ok, là, t'auras pas d'enfant, quoi. Ça, c'était très dur. D'autant plus que quand on s'est séparés, il m'a dit, bon, bah, t'as que 32 ans, t'as encore le temps, mais tarde pas trop non plus si tu veux des enfants. Et moi, j'en aurai à 50 ans, mais d'ici là, tu pourras plus en avoir, quoi. Donc, en gros, nos chemins se séparent. Et c'était très dur parce que je me disais, mais mince, si j'ai pas de petite amie, je peux pas réaliser ce désir profond parce que finalement, même si c'est pas arrivé tout de suite, ça n'a jamais été une évidence pour moi. Quand c'est arrivé, ce désir-là, ça ne m'a plus quitté, en fait. Et là, je me suis dit, mais je suis coincée, il va falloir que je retrouve quelqu'un. Et un jour, une amie m'a dit, tu sais, j'ai une copine qui est partie au Danemark et elle a fait une fille à 40 ans et elle a un petit garçon maintenant, elle est super contente, quoi. Elle l'a fait seule. Et là, ça a fait tilt. C'était peu de temps après la séparation, ça a fait tilt. J'avais vaguement entendu parler des femmes qui faisaient des enfants en solo via la PMA à l'étranger. C'était il y a quand même quelques années. À l'époque, c'était encore super tabou. En France, on parlait même pas de la loi encore. Et là, je me suis dit, mais en fait, il y a moyen de pouvoir réaliser ce rêve, ce désir très profond que j'ai. Mais j'étais pas du tout prête parce que j'étais encore très attachée au modèle classique. Et donc, je continuais à faire des rencontres d'hommes, sauf que mon désir d'enfant était tellement immense que ça prenait toute la place et que c'était pas possible, quoi. Donc, au bout d'un moment, il a fallu que je me dise, bah, je vais séparer le faire famille de ma vie amoureuse. Mais ça m'a pris 2, 3 ans pour vraiment le séparer et pour faire le deuil d'une famille que j'appelle la famille Ricoré, c'est-à-dire la famille classique, quoi. Il a fallu que je déconstruise des choses. C'était pas une évidence pour moi au départ. Et c'est quelque chose que tu as fait seul ou tu t'es fait accompagner? Pour déconstruire tout ça, Ouais. alors moi je suis en thérapie depuis très longtemps, hein. J'ai fait des tas de thérapies différentes, donc j'ai un psy. Après j'ai vu un psy spécialisé sur ces questions-là aussi en parallèle parce que tout thérapeute n'est pas forcément compétent sur ces sujets. Et j'ai travaillé sur mon corps aussi, sur le bien-être de mon corps, sur plein de choses. J'ai vraiment voulu me refaire une santé, on va dire. Et ce qui m'a aidé aussi à déconstruire, j'ai écouté énormément Alors, j'ai lu des livres. Il y en a pas beaucoup en français, mais il y en a dans la littérature anglophone, il y en a sur la question. Et j'ai écouté des podcasts sur le faire famille différent du modèle classique, etc. Et donc ça, progressivement, ça m'a permis de déconstruire tout ça. Ça a mis ouais, 2, 3 ans. Oui, c'est un processus qui peut être assez long, tellement les schémas sont ancrés en fait, et tellement c'est difficile d'imaginer qu'on peut faire autrement en fait. C'est ça, tellement c'est ancré et tellement
c'est ce qu'on entend hein, de la part des détracteurs de la PMA pour toutes ou du mariage pour tous. C'est comme si le modèle classique était un modèle naturel. Il n'y a rien de naturel, il est lui aussi construit. Mais quand on est issu de ce modèle-là, on ne le questionne pas puisqu'on le pense universel. Et donc, on se dit, il n'y a pas d'autre possibilité. Comment je fais? Et surtout, au moment où on essaie de le déconstruire, ben, on est bien obligé de retirer des trucs qu'on a assimilés, en fait, et qu'on ne pensait pas avoir assimilés à ce point. Ouais. Enfin, moi, je sais que j'étais hyper classique, quoi. Ouais, et en fait, ce qui est difficile, c'est que tu te retrouves à devoir déconstruire ça à un moment donné où t'as plus le choix, en fait. Alors que probablement que si jamais toutes les options, elles étaient ouvertes dès le début, bah forcément, ce serait beaucoup moins difficile, quoi. C'est ça, ouais, ouais, exactement. Et ce serait, bah, déjà, on se ferait moins de nœuds au cerveau. C'est pour ça qu'un podcast comme le tien, c'est intéressant, parce que des filles plus jeunes qui vont l'entendre auront pas tout ce truc à faire à presque 35 ans ou 40 ans à déconstruire. En plus tu déconstruis tard, plus c'est dur. Et puis, beaucoup moins de culpabilité, quoi. Parce que quand même, moi, au moment où j'ai commencé à aborder le sujet, on était encore en train de se poser la question dans les médias, est-ce que des enfants issus de familles non hétérosexuelles, papa-maman, peuvent être heureux? On était quand même encore à ça, quoi. Et là, progressivement, on arrive à, bah, est-ce qu'on est forcément heureux dans un modèle classique? Voilà, enfin, tout est, en ce moment, tout bouge, en fait. Et je pense que c'est peut-être plus facile maintenant de déconstruire qu'il y a encore quelques années où c'était très, très rigide. Donc du coup, à partir du moment où tu as déconstruit ça et où tu t'es sentie prête à te lancer, concrètement, comment tu t'y es prise? C'était quoi les premières étapes? Alors, j'ai commencé, moi, en me disant, à 35 ans, je m'y mets. Parce qu'en fait, je voulais pas attendre d'être infertile. Vu que j'avais intégré l'association Maman Solo déjà depuis quelques mois et que je lisais pas mal de témoignages de femmes qui étaient confrontées à l'infertilité, bah, j'ai commencé par faire un bilan, déjà, de fertilité. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 34 ans à ce moment-là. Et j'ai commencé donc ce bilan-là, en comprenant pas grand-chose à ce qui était écrit. J'ai vu une gynécologue super spécialisée en PMA qui a un peu interprété mes résultats et tout ça. Et en fait, moi, je pensais que j'avais une très petite fertilité. Je sais pas pourquoi j'étais obsédée par ça. J'étais persuadée que je n'étais pas plus fertile que ça parce que j'avais une petite hormone anti-mullérienne, une petite AMH. En fait, ça veut rien dire, mais j'ai appris plus tard. T'avais déjà été exposée à la grossesse ou pas? Enfin, t'avais Jamais. des... J'avais jamais été exposée à la grossesse. Pourtant, avec des ex, il y avait eu des petits accidents. Jamais j'avais été exposée à la grossesse. Jamais, jamais. J'ai jamais pris spécialement de contraception et j'ai toujours eu, alors ça c'est un fantasme, mais j'ai toujours eu des règles peu abondantes. Et donc je me disais, si j'ai des règles peu abondantes et qui durent pas longtemps, bah, c'est que franchement, je suis pas fertile, quoi. Donc c'était vraiment la question de la fertilité, elle était très importante et c'est pour ça que je voulais pas m'y mettre trop tard parce que je voulais pas me confronter à l'infertilité. Sauf qu'à ce moment-là, à 34 ans, j'étais pas encore tout à fait prête, je savais pas encore tout à fait déconstruit et pour moi, c'était un échec de faire un bébé toute seule. Et c'est là que cette gynécologue qui a regardé mes résultats m'a dit si vous voulez, il y a autre chose que vous pouvez faire, c'est faire vitrifier vos ovocytes. Alors à l'époque, la loi n'était pas encore passée, mais elle me dit voilà, je connais un professeur dans tel hôpital, il pourra vous le faire, vous inquiétez pas. Et donc, par des biais un peu détournés, j'ai fait 2 cycles de préservation d'ovocytes, ce qui m'a permis de terminer un peu cette déconstruction et cette acceptation du fait que je ferais un enfant en solo. Parce que déjà, la vitrification, c'est comme une FIV, on s'injecte énormément d'hormones. J'ai pas une très grosse AMH, une très grosse hormone antimullérienne, donc en fait, je sortais pas beaucoup d'ovocytes à chaque fois, et donc c'était fatigant. Et au bout du 2e cycle, je me suis dit non, mais en fait, là, je suis prête, je vais garder ces ovules pour plus tard, si jamais plus tard je veux refaire un enfant, et je vais me laisser quelques mois pour me refaire une santé, et cette fois-ci je me lance, je vais faire un bébé. Oui, donc c'est ce que j'allais demander au final à la fin de de ce protocole ce processus de congélation. T'étais beaucoup plus sereine par rapport à ton projet de solo parentalité. Oui, beaucoup plus, parce que je ne sais pas si c'est parce que je m'étais finalement la cryoconservation, c'est de la PMA, donc d'un seul coup, j'avais vraiment mis un pied dedans. Et puis, en parallèle, j'écoutais pas mal de podcasts féministes sur les rôles genrés dans le couple, etc. Et puis, je comprenais plein de choses, en fait, sur ma vie sentimentale d'avant, et en fait, tout ça, ça s'est imbriqué, en fait. Et là, je me suis dit, non, c'est bon.
c'est bon, en fait, il n'y a pas de problème, je suis prête. Et vraiment, à ce moment-là, j'ai séparé les deux, quoi. Faire famille et vie amoureuse. Oui, donc en fait, ces ovocytes que tu avais mis de côté pour te laisser le temps de réfléchir, finalement, bon, bah, t'avais plus besoin de temps pour réfléchir à ce moment-là, et donc t'avais plus besoin, en tout cas à court terme, de ces ovocytes-là. Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, j'avais surtout du temps pour réfléchir, du coup, mais en fait, c'était déjà tout réfléchi. Oui. Je savais ce que je voulais faire, donc je me dis, bah, lance-toi, et puis ceux-là, ils sont de côté, tu verras plus tard. Donc là, tu te dis, bon, je me remets en forme physiquement, parce qu'effectivement, c'est quand même très lourd, hein, Oui. comme processus, enfin comme protocole, pour le corps, pour l'esprit, pour beaucoup de choses, c'est très lourd. Donc là, comment tu avais envisagé de mettre en œuvre cette PMA en solo? Alors au départ, je voulais aller au Danemark parce que le Danemark, c'est un pays qui propose des donneurs ouverts, c'est-à-dire des donneurs non anonymes. Et pour moi, bah, alors après c'est un choix personnel, hein, mais moi je voulais un donneur ouvert. Je voulais que mon futur enfant puisse connaître l'identité éventuellement de son donneur si ça lui chante plus tard, quoi. Et le fait qu'on puisse choisir le donneur. Sauf qu'on était en pleine pandémie de Covid-19. On était dans les confinements successifs et que la logistique était un petit peu compliquée. Déjà, quand il faut aller dans un pays étranger au moment du déclenchement de l'ovulation, etc. Donc moi, j'étais partie pour, par rapport à mon bilan, j'avais 35 ans, c'était une insémination artificielle. Partir au moment de l'ovulation, blabla et tout. Et en fait, je voyais les vols, c'était des trucs hors de prix parce que bah, forcément, avec la pandémie, c'était compliqué. Qu'il y avait des vols qui étaient annulés. Et je me suis dit, non, mais en fait, je vais pas m'embêter à aller au Danemark. Ça me semble compliqué au niveau logistique là actuellement. Et j'étais prête. Et c'est là que j'ai appris qu'il existait des gynécologues qui travaillaient avec ESB et European Sperm Bank et Cryos, qui sont deux banques de sperme qui sont situées au Danemark, et que ces banques de sperme-là peuvent envoyer les gamètes et qu'un gynécologue de ville, le plus souvent, pouvait pratiquer l'insémination, ce qu'on appelle les gynéco-cryoses ou ESB. Donc ça, c'est fait dans l'illégalité, hein. Et qu'en fait, tout bêtement, il suffisait d'envoyer un petit message à Cryos, parce que moi j'avais choisi Cryos, et de leur dire, bah voilà, je suis dans telle ville, et hop, ils vous envoient 3 noms, et puis ensuite vous appelez les gynécos, ils vous disent s'ils sont OK ou pas pour vous recevoir. Et je me suis dit, bah ok, bah dans ce cas-là, je vais le faire sur place, je vais faire venir la paillette. Voilà comment c'est décidé la manière de faire, quoi. Donc là, on était début 2021. On savait qu'il y avait la PMA pour toutes qui était en train de faire des allers-retours entre l'Assemblée nationale et le Sénat et que, a priori, ça allait passer avant l'été. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'as envisagé d'attendre que la loi, elle passe en France? Non, parce que je savais déjà qu'il y avait pénurie de gamètes, donc que ce serait super long. J'étais même pas sûre que ça passe avant l'été, parce qu'au moment où moi je me suis lancée, la loi a été une nouvelle fois rejetée par les sénateurs, qui ont rejeté l'article 1, hein. Il me semble que c'est l'article 1 dans la nouvelle loi de bioéthique Ouais, c'est ça. qui élargit la PMA. Et là, je me suis dit non, mais en fait, ça m'a surtout mise en colère. Je me suis dit, mais je vais le faire, en fait. C'est pas parce que vous nous interdisez que je vais vous attendre. Mais voilà. Et je savais que de toute façon, si j'attendais après cette loi, j'allais attendre longtemps, même une fois que la loi passerait. Puisque on autorisait quelque chose, mais on n'en avait pas encore les moyens. Donc, tu vas voir ce gynéco-là qui t'est recommandé, enfin recommandé, dont le nom t'est donné par Cryos. Comment ça se passe du coup? C'est quoi le protocole? Comment vous mettez en place les choses? Et ben, j'ai rendez-vous avec lui, je vais le voir dans son cabinet et je lui envoie, enfin, je viens avec bah, tous mes examens que j'avais déjà fait l'année d'avant pour ma préservation de l'ovocyte, le protocole que j'ai eu pour la préservation, etc. Et puis il me dit, ah, d'accord, alors bon, bah, moi je vous propose stimulation ou non stimulation. Vous choisissez. Et je dis, bah, moi je préférais ne pas être stimulé, c'est mon premier essai. Enfin, moi je m'attendais à j'étais prête à faire plusieurs années de parcours, en fait. Je me suis dit, je vais faire tant de tentatives d'insémination, puis si ça marche pas, j'irai en FIV ailleurs. Enfin, voilà. Donc, je dis, moi, je veux rien presser. Donc, je veux pas de stimulation, je veux pas d'hormones. Puis en plus, je sortais de 2 cycles de stimulation pour mes oocytes. Donc, voilà. Et il me dit, bon, d'accord. Je surveille mon cycle et il me dit, bah, en fait, si vous le faites sans stimulation, il faut venir à J11. On fait une écho et puis 2 jours après, je crois, je vous insémine, quoi. Mais il y avait beaucoup moins de suivi. Il n'y avait pas de prise de sang. Alors, normalement, il faut aussi une prise de sang, c'est ce que j'ai appris plus tard.
Oui, il faut Même coupler échographie et prise de sang et à prise de intervalles sang réguliers. Ouais. exactement pour savoir le niveau d'œstradiol et savoir tout ce que je te dis là, je l'ai appris plus tard hein, pour savoir si effectivement l'ovocyte est mature et si l'ovulation va avoir lieu en fait. Mais il n'y a pas tout ça. Il y a juste une écho point barre et 2 heures après je vous enseigne. D'accord. Et en fait, il a fait très très froid. C'était au mois de février. Et Cryos m'appelle et me dit on peut pas vous envoyer la paillette, il n'y a pas de transporteur à cause du froid quoi. Et je dis bon bah ce sera pas sur ce cycle. Et je préviens le gynéco que ce sera pas sur ce cycle, ce sera sur celui d'après. Et entre-temps, j'en profite pour faire, comme il y avait très peu de suivi, je me dis, je vais quand même regarder à quel moment j'ovule parce que j'ai toujours eu un cycle très court. Et donc, je fais des tests d'ovulation et là, je me rends compte que bah, j'ovule à J15, J16, mais que à peine une semaine après, j'ai mes règles. Donc, je préviens quand même le gynéco. Je lui dis, bah voilà, il y a ça. C'est ce qu'on appelle la phase lutéale. Ma phase lutéale, elle est plutôt courte. Et il me dit, ah bah dans ce cas-là, il va falloir vous stimuler parce que, enfin en tout cas, je vous conseille fortement. En fait, c'est un médecin qui fait croire que tu as toujours le choix, qu'il est bienveillant et en même temps, il te laisse un peu dans le flou, quoi. Et il me dit, dans ce cas-là, il vaut mieux stimuler parce que vous avez une phase lutéale courte, ça va pas marcher. Sinon, je dis ouais, mais moi je veux pas avoir des jumeaux, quoi. Pour moi, c'était hors de question. Oui, Et justement, je fais une petite parenthèse. La gémellité, c'est quelque chose qui est assez courant finalement dans les parcours de PMA parce que quand on stimule et qu'on arrive au moment de l'insémination avec en général deux follicules matures, bon bah ça augmente les chances de grossesse gémellaire. Comment t'étais dans ta réflexion toi par rapport à ça? moi, je voulais pas. Enfin, je me disais déjà un enfant seul, c'est énorme. Je me voyais pas du tout avoir 2 enfants d'un coup, quoi. Je me disais bon, si un jour ça m'arrive, c'est parce que j'aurais fait plusieurs essais et qu'au bout d'un moment, bon bah il y en a deux compris, tant pis, quoi. Mais je voulais pas prendre le risque. C'est pour ça que j'avais demandé pas de stimulation au début. Ouais. Et je me suis dit de toute façon, je viens d'avoir 35 ans, pas besoin, quoi. On va voir déjà ce que ça donne. Et puis de toute façon, tu croyais que t'étais pas fertile, donc Oui, et puis j'avais ce truc de bon, je suis pas très fertile, ou je suis peut-être pas fertile, mais c'était pas grave. Pour moi, le premier essai, ce serait juste un essai en fait. Donc c'était pas du tout, voilà. Et il me dit, ah, je vous conseille quand même de stimuler. Je dis, ouais, mais moi je veux pas de grossesse gémellaire. Et puis lui, il m'avait un petit peu parlé quand il m'avait exposé ces trucs. Il m'avait expliqué qu'en gros, il y avait énormément de patientes qui avaient eu des jumeaux, quoi, à cause de la stimulation. Donc moi, je me disais, ah, c'est quand même vachement haut ces taux, quoi. Ils sont beaucoup plus hauts que. J'ai appris plus tard que c'était vachement plus élevé que dans les centres de PMA, parce qu'en fait, en centre de PMA, on fait un peu plus attention. Et puis je lui dis, bon, bah, ok, mais alors une toute petite dose. Et il me dit, d'accord, vous allez commencer par 50 unités de gonade. Bon, bah, ok, 50 unités. Et je commence à mon cycle d'après à faire les injections. Et donc en plus, comme cette fois-ci j'étais stimulée, il y avait plus de contrôle. J'avais une prise de sang, j'avais 2 échographies avant l'insémination, etc. Là, il y avait un suivi. On me dit bon bah en plus il y aura un suivi cette fois-ci, donc bon, bah il y a là, on y va quoi. Et j'arrive, je crois, à J7 ou J8 pour la première échographie. Il dit bon bah là, il y en a 2 dans l'ovaire droit qui sont dominants en fait. Je dis 2. Ouais. j'avais dit Et pas de jumeaux, hein, je vous rappelle. Hein, j'ai dit 2, et en gros, il me dit non, mais de toute façon, regardez, vous aviez plein de follicules pour votre cryoconservation. Là, on voit ça sur votre dossier. Vous aviez plein de follicules et finalement, vous en avez à chaque fois congelé très peu. Donc, en gros, il me dit vous avez 35 ans, le risque il est quasi nul, hein. Vous avez surtout la chance, une plus de chance qu'il y en ait un qui prenne. Et donc, bon, bah, j'ai dit ok. Ok, moi, bêtement, je le suis en fait. bah, et c'est normal Parce en que c'est fait un que tu le médecin. suives. Voilà. C'est un médecin et que tout simplement je lui fais confiance, quoi. Et il me dit par contre on va faire et puis pareil le stradiol le taux était assez haut, enfin on voyait que quand même l'ovulation allait être proche. Et ensuite il me dit bon là je vous conseille parce que ce serait bien qu'on la fasse samedi. Je crois que c'était le mercredi il me semble hein, que j'avais fait l'échographie. Il me dit vous vous injectez 75 ce soir. Donc en fait il m'augmente la dose. Et vous vous injectez 75, demain soir vous faites au Vitrel et en gros vous venez samedi matin. Et en fait je comprends qu'il essaie de caler ses rendez-vous, toutes ses inséminations au samedi matin, quoi. Oui, donc en fait, il voulait pousser la stime pour que les follicules soient matures C'est ce que j'ai compris plus après. vite, ouais, Ouais, et que c'est ça tombe ça. le jour qu'il l'arrangeait. Ok. Voilà, c'est ce que j'ai compris par la suite. Mais moi, pour le coup, je me dis, bon, en même temps, j'avais compris que ça l'arrangeait quand même ce jour-là. Et en même temps, je dépendais de lui parce que c'était lui qui allait me faire lancer et que ma paillette allait arriver dans son cabinet. Ouais. Donc,
Donc je dis bon bah ok d'accord. Donc je passe à 75, je me pointe le samedi matin et là son cabinet est plein à craquer de couples, de nanas, de solos, et il y a des cuves cryos de sperme partout, quoi. Il y en a partout, genre c'est à la chaîne, les filles viennent se faire inséminer. Ça mériterait d'être photographié pour les archives dans 50 ans. Ouais, enfin c'est assez impressionnant quoi. Et en même temps on se dit bon bah il y a plein de filles, c'est qu'à mon avis il est bien, il y a plein de monde. Et donc bah au bout d'un, je sais pas, je vais dû attendre 2 heures, c'est mon tour. Il sort la paillette du truc, il me montre, il me dit voilà c'est bien votre donneur. Donc je dis oui c'est bien mon donneur. Il décongèle la paillette, puis il me dit bon bah, voilà installez-vous. Je m'allonge, je mets les pieds sur les étriers et il me fait une petite échographie de contrôle avant l'insémination. Voilà, il regarde l'ovaire droit, alors 22 mm, 21 mm, les deux fameux follicules dominants de départ, et puis il va sur l'ovaire gauche et là il fait 18,5. Et je fais quoi? Il y en a trois? Et en fait, bah, le fait d'avoir poussé avait fait pousser le troisième, l'avait fait maturer en fait. Ouais, et 18 et demi, clairement, c'est mature, quoi. C'est prêt 18,5. à ovuler, quoi. 18,5, c'est mature. Et là, j'ai les pieds sur les étriers, les jambes écartées avec une sonde dans le vagin. La paillette est décongelée, la paillette qui m'a coûté 1500 balles à faire venir. Et là, je vois que j'ai 3 follicules matures, quoi. Et je lui dis, docteur, il y a un souci parce que moi, j'ai dit que je voulais pas de jumeaux, quoi. Et là, vous augmentez les chances que j'ai une grossesse gémellaire, voire peut-être même une grossesse triple. Et il me dit, bon, alors la grossesse triple, vous inquiétez pas, ça m'est jamais arrivé. Et les jumeaux, oui, ça augmente un peu les chances, mais honnêtement, vraiment, en gros, vous inquiétez pas, faites-moi confiance, quoi. Et en même temps, bah, j'ai pas trop le choix, j'ai les jambes écartées, j'ai la paillette décongelée, et je dis bon bah là, on y va, quoi. Et Oui, dire non, faire marche arrière à ce moment-là, c'est même pas dans les choses que tu es capable d'envisager. bah, c'est-à-dire que c'est pas possible parce que là, tu te retrouves dans une situation de dépendance à l'autre, en fait. T'as les jambes Ouais. écartées, le truc est fait, c'est Bah, très tu peux compliqué, mettre, quoi. tu mets 1 500 € à la poubelle, quoi. Ouais, c'est très très compliqué, en fait. Là, tu te retrouves coincé, quoi. C'est Mm. vraiment les situations comme une situation d'emprise, finalement. Tu te dis, mais en fait, là, Oui, je suis coincé. j'allais dire, et puis il y a aussi probablement, j'imagine, un espèce d'effet de sidération qui fait que sur le moment, tu réalises pas forcément trop et tu dis, bon, on va gérer ça plus tard si quelque chose se passe, quoi. Ouais, et puis surtout, il me dit vraiment de toute façon, parce que c'est un médecin qui a une voix très douce, vraiment que ça va bien se passer, en fait, qu'il n'y a pas de problème. Ouais. Bah, je me dis, bah, je vais lui faire confiance. En plus, c'est un médecin qui avait plutôt bonne réputation. Bon, j'ai appris par la suite que pas forcément, mais voilà, donc je me dis, bon, écoute, en même temps, j'ai pas le choix. Voilà, il y a vraiment, c'est plus un truc de, bah, quand t'es au pied du mur, c'est un peu compliqué, quoi. Et donc, il me fait l'insémination, et voilà. Ok. Bon. Donc, les oiseaux sont dans la place. Les oiseaux sont dans la place, voilà. Et donc là, tu as 15 jours à peu près, 2 semaines à attendre avant de faire un test de grossesse. Ouais. Comment tu te sens pendant cette période? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu repenses ou est-ce que tu te bases sur ce que t'as dit le gynéco et que du coup tu es assez confiante? Comment tu te sens à ce moment-là? Bah, j'y pense pas trop parce que c'est mon premier essai, que en fait je fais exprès de blinder mon emploi du temps de boulot pendant ces temps d'attente pour ne pas me faire de nœud au cerveau. Et moi j'ai ces mots en tête qui sont, vous inquiétez pas, c'est ok en fait, tout va bien. Et en gros, c'était plus, il y a plus de chances que ça ait pas marché que ça ait trop marché, quoi. Donc, bah, voilà, comment ça se passe. Donc, je suis plutôt sereine, en fait, pendant ce temps-là. Je suis pas morfond à me dire, ah, mince, j'ai envie de faire le test de grossesse. Enfin, je m'occupe, je continue ma vie en me disant, de toute façon, c'est ton premier essai, voilà, t'as mis un pied dedans, et puis tu verras bien, quoi. Hmm. Donc, tu fais ton test de grossesse. Ouais, je fais un test précoce qui réagit Ouais, tout de suite. ouais, je m'en souviens très bien. Qui réagit de suite. Et là, je fais, ah ouais, d'accord, oh, bah, je suis enceinte, c'est trop bien. Et donc, je suis super contente. Mais je me dis, moi, je suis enceinte. Mais j'étais encore un peu à me dire, bon, attention, parce que ça peut être une réaction à l'eau vitrelle, à tout ça. Donc, je sais pas si, voilà, je sais, c'est fragile au début, on ne sait pas trop. Mais je suis super contente, quoi. Et je vais faire ma prise de sang. Et puis là, j'ai un taux, mais qui est pas hyper élevé. J'ai un taux à 200 et quelques, à J14, qui est pas non plus un taux qui explose le plafond, qui est un bon taux. Qui est assez élevé, mais qui effectivement pourrait être un taux Ouais, d'une grossesse, c'est pas toujours révélateur, mais un ouais. taux d'une grossesse simple, quoi. Oui, c'est ça. Ça peut être, ça prouve que, bah, en tout cas, ça s'implante bien, quoi. Et puis, je refais une prise de sang après, et là, je suis quasiment à 1000.
au niveau des bêta, des hormones, de l'hormone de grossesse. Et puis je me dis, bon, bah, attends, je suis à J16. Ouais, enfin, je tilte pas trop en fait, parce que j'y connaissais, c'est par la suite que j'ai appris beaucoup de choses sur la PMA. Ouais. Que je me dis juste, bah, ça prend. Et puis j'écris à ce gynécologue qui me dit, c'est super, ça veut dire que ça prend, c'est parfait. Et là, il me donne rendez-vous pour une échographie de datation. L'échographie de datation se fait un mois après l'insémination, donc à 6 semaines d'aménorrhée. D'accord, donc tu fais une écho à ce moment-là. Voilà. Et il me dit, ne faites pas d'autres prises de sang, parce que là, votre taux est tellement élevé, déjà élevé, en fait, donc laissez, et puis vous revenez dans un mois, quoi. Donc, et donc le mois se passe et je me dis c'est trop cool, je suis enceinte et j'avais peur à chaque fois de perdre la grossesse. Donc voilà, c'était toujours un peu le truc, mais c'était incroyable parce que je me dis je vais enfin réaliser mon rêve. Je suis enceinte et j'y crois pas, ça a marché du premier coup, c'est dingue quoi. J'ai trop de la chance. Voilà ce que je me dis. J'ai trop de la chance. Très bien. Euh, non, mais il y aura eu un moment de, comment dire, de naïveté, on va dire, dans ce premier trimestre. Donc, bon, bah, voilà, il était à prendre. L'insouciance. Voilà, d'insouciance, tout à fait. Donc, tu fais cette écho de datation avec ce même gynéco, du coup? Oui, voilà, parce que lui, en fait, après, reprend les patients pour l'écho de datation, pour voir, voilà, et puis ensuite, je ne sais pas, puisqu'après, je suis partie moi, mais et Ouais. donc, j'arrive avec une de mes grandes amies, ce jour-là, à l'écho de datation. Elle me dit, ah, regarde, ça va être trop bien, peut-être voir ce petit cœur qui bat et tout. Machin. Donc, je m'allonge, pareil, les pieds sur les étriers, son échographique, machin, et puis, il passe comme ça, il fait un petit tour, et là, en fait, clairement, on voit 3 poches, quoi. Et, et, je, et là, il fait ah, il y en a 3. Il a fait ça comme ça, parce que lui-même a été très surpris. Et je le vois pâlir derrière son masque. Moi, c'est comme si je me prenais un 33 tonnes dans la tronche. Parce que d'un seul coup, je vois 3 poches avec 3 embryons. Et là, il me dit non, mais vous inquiétez pas, ça se trouve, il n'y a pas d'activité cardiaque encore. Et en fait, là, il a fait un truc qui est vraiment pas intelligent, c'est-à-dire qu'il m'a fait écouter chaque battement de cœur, en fait, un à un. Il m'a fait écouter les battements de cœur de chaque embryon, parce qu'effectivement, sur les 3, il y avait une activité cardiaque. Il aurait pu couper le son au moins pour vérifier, et donc embryon A, tout, 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 B, tout, 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 C, tout, tout, tout. Et en fait, à ce moment-là, je me souviens, ce qui m'a échappé, c'est un cauchemar. Mon ami qui était à côté de moi se met à rire nerveusement, un rire nerveux qui sort parce que bah, elle est très choquée aussi, et moi je fais pipi sur la sonde échographique parce que en fait le choc fait que je me pisse dessus. En fait. Et à ce moment-là, il retire la sonde, il dit ah je crois que vous avez envie d'aller aux toilettes. En fait non, j'étais choquée quoi. Donc j'ai lâché. Et lui, je le sens très embarrassé. Je me souviens que je suis allée aux toilettes, enfin j'étais comme un zombie à ce moment-là, un truc, je savais pas ce qui m'était un choc en fait, un choc. Ah, c'est un vrai choc. Enfin, C'est un vrai choc, ouais. ouais. Déjà une grossesse gémellaire, c'est un choc, mais alors là, triple. Et puis je Triple et m'assois à solo, son quoi. triple et solo, et je m'assois à son bureau, et puis il me dit bon bah maintenant que le mal est fait, il va falloir assumer jusqu'au bout. En gros, il me dit bon, ne t'inquiétez pas, mais je vous conseille de faire une réduction embryonnaire parce que les grossesses triples c'est hyper dangereux, et puis comme ça vos jumeaux ils iront très bien. Et en fait j'écoute, j'entends triplé, jumeaux, et je me dis mais dans les deux cas, bon, moi c'est un cauchemar en fait. Et je me dis mais c'est horrible, ma vie est foutue quoi. Et je me dis comment ça? Il me dit oui. Je sais même plus ce que j'ai dit. Je pense que c'est les moments où quand tu es tellement dans le choc que tu Bah, t'entends de manière t'es très, dans très un état de lointaine que sidération, en fait. j'étais dans un état de sidération extrême, quoi. Et puis là, il me parle de réduction embryonnaire. Enfin, j'étais là, mais quoi? Et puis je lui dis, et je me souviens très clairement, par contre, lui avoir dit, et vous m'aviez dit que ça vous était jamais arrivé, que c'était jamais arrivé à vos patientes. Et là, il m'a dit, si. Et je l'ai regardé, j'ai dit, vous m'avez menti. Et voilà pour cette première partie d'épisode. J'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve donc dans 2 semaines pour connaître la suite de l'histoire de Marie. En attendant, vous pouvez toujours aller soutenir le podcast en allant liker, commenter, partager sur les réseaux sociaux et surtout en allant mettre un maximum d'étoiles sur les différentes plateformes d'écoute aussi possible et notamment sur Apple Podcast et Spotify. Si vous avez des remarques, des suggestions de témoignages ou que vous-même souhaitez venir raconter votre histoire autour de la soloparentalité, vous pouvez me contacter via le compte Instagram du podcast. Merci encore et à très vite.